Bernard Werber, L'ultime secret, 7e partie. Tempête sous un crâne. Le vent. Le mistral souffle dans les oliviers et pousse une neige jaune de flocons de mimosa. Semblables à des punching balls, les cyprès se courbent, puis reviennent narguer les bourrasques. Le ciel bleu marine est parcouru de nuages zébrés de traînées grises et violettes. Le soleil décide de se cacher définitivement derrière la mer, alors que la Goudzie se gare devant une majestueuse villa du Cap d'Antibes. À travers la grille d'entrée, on peut distinguer la demeure. Conçue à la façon d'un vaisseau, cette maison tout en marbre noir est décorée de colonnes corinthiennes et de cariatides d'albâtre. Dans le parc, ceint d'un haut mur, quelques statues grecques, semblant sortir d'une épave sous-marine, surveillent les allées et venues. Sur la sonnette qui jouxte la grille s'inscrivent sobrement les deux noms, Fincher, Andersen. Lucrèce Nemrod appuie sur la touche, aucune réponse. Elle insiste plusieurs fois. Ma mère me disait toujours 1. S'informer, 2. Réfléchir, 3. Agir. Commençons par examiner les lieux, annonce Isidore Kastenberg. Ils font le tour de la propriété. Ils ne découvrent aucun passage, mais aperçoivent dans un angle un muret plus bas. Lucrèce grimpe dessus. Une fois en haut, elle aide son comparse qui se hisse avec beaucoup plus de difficulté. Ils traversent le parc sans encombre. Aucune alarme ne se déclenche. Aucun chien ne se précipite à leur basque. Les statues ne bronchent pas, mais semblent les regarder. Lucrèce toque en vain à la porte, puis revient sur ses pas. Exhibe un rossignol et commence à travailler la serrure, laquelle finit par céder. Les deux journalistes avancent prudemment, allument leur lampe torche et en balayent l'entrée. Ma mère me disait de me comporter ainsi parce que je faisais souvent le contraire. D'abord j'agissais, d'où une catastrophe, puis je réfléchissais comment la cacher, puis je m'informais des possibilités de la réparer. Lucrèce récupère alors de justesse en plein vol une statuette de porcelaine que son compagnon a bousculée par mégarde. Ils éclairent le couloir qui mène à un petit salon. Des tableaux sont pendus au mur, tous signés du même artiste. Dis donc, il aimait bien Salvatore Dali, notre neuropsychiatre. Moi aussi, j'aime bien Dali, dit Isidore, c'est un génie. L'appartement de Fincher est immense. Il traverse le salon aperçu aux actualités télévisées le jour de son décès. Il découvre une armoire à vin contenant des bouteilles d'une valeur inestimable, une cave à cigares, une vitrine pleine de cendriers piochés dans les palaces du monde entier. Vin précieux, cigares, grand hôtel, votre saint laïque et sa copine savaient vivre, remarque Lucrèce. Il passe dans une autre pièce. Celle-ci est consacrée au jeu. Il y a encore des copies de tableaux de Dali, mais cette fois, il s'agit de tableaux centrés sur le thème des illusions optiques. Leur titre et leur année de création sont gravés dessous sur des plaques de cuivre. Le Grand Paranoïaque, une huile sur toile de 1936 où, si l'on regarde bien, un visage étrange apparaît progressivement parmi la foule. L'énigme sans fin, une huile sur toile de 1938 où un chien et un cheval figurent au milieu d'un lac. Le visage de Mae West, utilisé comme un appartement surréaliste. Une gouache de 1935. Sur des étagères, toutes sortes de casse-têtes chinois et des jeux d'esprit. À côté, la bibliothèque. À gauche, des rayonnages consacrés aux grands explorateurs. Livres illustrés, vidéos, disques, sculptures. À droite, un coin voué à la Grèce antique. Le centre est entièrement réservé aux livres sur le thème d'Ulysse. Des analyses symboliques de l'Odyssée. L'Ulysse de James Jones. Une carte représentant le trajet probable du marin grec. Ulysse, encore Ulysse, vous croyez que cette obsession pourrait constituer un indice ? Peut-être, mais nous aurions alors trop de suspects. Le Cyclope, les l'Élestrigon, Calypso, Circé, les sirènes, sans parler de Pénélope. Ils gravissent l'escalier et débouchent dans une 4e pièce tendue, celle-ci de velours rouge, avec au centre un lit rond à baldaquin, recouvert de draps chiffonnés et de dizaines de coussins. Il y a un miroir au-dessus du lit. C'est la chambre à coucher ? Ils entrent avec précaution. Lucrèce ouvre un placard et découvre plusieurs ensembles de lingerie coquine, ainsi que dans des tiroirs une collection d'objets destinés à des fantasmes sexuels compliqués. La 7e motivation avait l'air de beaucoup les préoccuper, plaisante Lucrèce en tripotant un gadget articulé dont elle ne comprend pas bien l'usage. Elle se penche ensuite sur des chaussures à talons stylés. Ça m'irait ? Rien vous habille, Lucrèce. Elle fait la moue. Non, je suis trop petite. Vous faites des complexes. Sur ma taille, oui. Isidore s'empare d'un album de photos.
Lucrèce vient le regarder par-dessus son épaule. La Thénardier voulait des photos d'Andersen, toute nue, chuchote-t-elle. Là, elle est carrément en corset ou en tenue latex. On n'a qu'à ramener ça. En couverture, ça pourrait faire un tabac. Ça serait du vol, Lucrèce. Et alors, j'étais cambrioleuse avant d'être journaliste. Moi, j'étais policier avant d'être journaliste. Je ne vous laisserai pas les emporter. Il remarque des clichés d'une fête avec toujours les mêmes personnes et au-dessus un sigle Ciel. Le Ciel, vous en avez déjà entendu parler? Ça doit être une association locale. Voyez plus loin l'appellation en clair. Club international des épicuriens et libertins. Isidore poursuit son examen. Plusieurs photos, Natasha Andersen et Samuel Fincher, posent à l'occasion de festivités du ciel. Ça paraît un truc de sexe, un club échangiste ou quelque chose comme ça. Ah, décidément, la 7e motivation est puissante. Et vous, Lucrèce, qu'est-ce qui vous motive demande à brûle-pourpoint Isidore. Elle ne répond pas. Une sonnerie stridente les fait sursauter. Un téléphone. Les deux journalistes ne bougent pas. À côté d'eux, un autre bruit, comme des dragons remuent. Ils n'avaient pas remarqué que sous le tas de draps et de coussins empilés sur le lit, il y avait un corps. Natasha Andersen se réveille. Eux se précipitent derrière la porte. Le top modèle maugré presse 2 coussins contre sa tête pour ne plus entendre la sonnerie. Le téléphone continue cependant de retentir. La jeune femme se résigne à se lever. Dormir, j'aimerais tant dormir, tout oublier, ne plus avoir de mémoire, dormir. On ne peut pas me le laisser dormir, bon sang. Elle enfile un peignoir de soie et se dirige entraînant les pieds vers le téléphone. Elle ôte les boules caisses de ses oreilles et serre le combiné contre sa joue. Le temps qu'elle décroche, la sonnerie s'est arrêtée. 1. S'informer. 2. Réfléchir. 3. Agir. Disiez-vous? On ne s'est pas assez informé, chuchote Lucrèce. Elle a dû avaler des tranquillisants pour récupérer. Regardez, il y a tout un assortiment de tubes sur la table de chevet. Les journalistes se réfugient dans la penderie. Natasha Andersen passe devant eux en bougonnant et se considère dans le miroir. Miroir, mon bon miroir, dis-moi si je suis toujours la plus belle. Elle éclate d'un rire nerveux et se dirige vers la salle de bain. Elle ouvre les robinets de la baignoire, déverse du gel moussant, puis empile ses cheveux en chignon sur sa tête. Elle se déshabille et aventure un orteil dans l'eau pour en vérifier la température. Trop chaude. Elle grimace et augmente le débit d'eau froide. En attendant, elle prend des pauses devant le miroir. Natasha Andersen, nue, effectue quelques torsions avec son corps, comme pour en éprouver la souplesse. Puis elle se penche vers la glace et se masse le visage. Enfin, elle examine ses fesses pour vérifier qu'elle n'a toujours pas de cellulite, remonte un peu ses seins en imaginant l'effet qu'ils feront avec son nouveau soutien-gorge. Je pensais que votre motivation principale était de résoudre les énigmes, murmure Lucrèce. Une motivation n'en empêche pas une autre. Là-bas, Natasha Andersen se baisse encore pour tester l'eau du bain, et trouvant la température à son goût, elle s'y allonge. Elle saisit sur une tablette un grand couteau aiguisé. Isidore est sur le point d'intervenir, mais la jeune femme ne se sert de son arme que pour découper des tranches fines de concombre qu'elle dépose négligemment sur ses joues et ses yeux. « Filons, dit Lucrèce. » Ils entreprennent de sortir de leur cachette quand le téléphone se remet à sonner. Vite, ils retournent derrière la porte. Natacha se décide à sortir de la baignoire, s'enveloppe d'un peignoir en éponge et va décrocher. « Oui, ah, c'est toi. C'est toi qui as appelé tout à l'heure ? » « Non, j'ai pris des cachets pour dormir. Que me veux-tu ? Un hommage ? Bien sûr, c'est gentil, mais... Bien sûr, je sais que... Bon, ça se passera où ? Au ciel, je suppose. C'est-à-dire que j'essaie d'éviter de trop me montrer. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis touché. Oui, je pense que ça aurait fait plaisir à Samy. Bon, quel jour et quelle heure ? Attends, je vais chercher mon agenda. Natasha Andersen se rend à l'étage du dessous. Lucrèce et Isidore ne peuvent toujours pas s'enfuir. Lucrèce se penche à l'oreille de son complice. Le ciel, libertin, je crois que c'est... Mais c'est quoi un épicurien ? Quelqu'un qui se revendique de la pensée du philosophe grec Épicure. Et qui était Épicure ? Un homme dont la devise était « profite à fond de chaque instant ». À la clinique. Sa télévision lui était soustraite, il ne rêvait pas, le docteur Fincher venait de lui supprimer sa télévision adorée. Il battit des paupières d'inquiétude. Heureusement, le médecin s'empressa de lui expliquer qu'il lui apportait un objet de remplacement. Et quel objet ? C'est un ordinateur avec une interface oculaire à la place de la souris à boule. Samuel Fincher installa auprès de son malade un moniteur d'ordinateur ainsi qu'une caméra posée sur un trépied qu'il plaça tout près de son œil. Au début, Jean-Louis Martin ne comprit pas très bien en quoi cette machine pouvait lui être utile. Et puis le professeur Fincher lui expliqua qu'il s'agissait d'un prototype, utilisé jusque-là pour une dizaine de personnes dans le monde.
La caméra enregistrerait les mouvements de son œil et en reproduirait instantanément les mouvements sur l'écran d'ordinateur. Chaque fois qu'il remuerait son œil, la caméra le percevrait et transmettrait le signal qui déplacerait une flèche sur l'écran. Lorsque l'œil regarderait à droite, la flèche glisserait à droite. Lorsque l'œil regarderait vers le haut, la flèche remonterait, etc. Pour cliquer, il lui suffirait de battre une fois sa paupière et 2 fois pour double-cliquer. Le docteur Fincher activa l'ordinateur. Jean-Louis Martin se montra d'abord fort maladroit. La flèche virait d'un coup à gauche ou à droite, filait en diagonale, et il lui était très difficile de la positionner précisément. Il avait aussi des difficultés à cliquer. Lorsqu'il manquait un mouvement de curseur, il clignait des yeux d'énervement, ouvrant ainsi immanquablement un programme qu'il lui fallait ensuite refermer. Mais en quelques heures à peine, le malade d'Ulysse parvint à maîtriser son œil. Il utilisa pour cela un stratagème personnel. Il imagina qu'un rayon laser partait de sa pupille pour frapper l'écran et y dirigeait la flèche. Jean-Louis Martin fit l'inventaire des programmes proposés dans son ordinateur. Il constata qu'il pouvait faire apparaître un clavier sur l'écran et que dès lors, il lui était possible, en positionnant la flèche sur les touches, de taper des textes. C'était comme si son esprit, jadis prisonnier dans la minuscule prison de son crâne, pouvait passer une main à travers les barreaux. Le lendemain, quand le docteur Fincher se présenta de son œil valide, Jean-Louis Martin fit apparaître sur l'écran un texte qu'il avait rédigé et tapé lui-même. D'abord, un énorme « Merci ». Encore grâce 78 Times Roman, répété sur 3 pages. Puis un docteur Fincher, vous m'avez fait le plus beau cadeau dont je pouvais rêver. Avant, je ne faisais que penser. Maintenant, je m'exprime. Le docteur Fincher murmura à son oreille. Je regrette de ne pas avoir pensé à vous en doter plus tôt. Jean-Louis Martin ouvrit un fichier de texte et commença à écrire du plus vite qu'il pouvait. La tâche était ardue et les erreurs de frappe fréquentes. Son œil était humide d'excitation. « On peut parler ?»« Bien sûr, » articula le médecin intrigué. « Il me reste combien de temps à vivre ?» interrogea l'œil en se démenant. « Il n'y a pas de limite. Tout dépend de votre envie de vivre. Si vous renoncez psychologiquement, je crois que vous dépérirez très vite. Voulez-vous vivre, Jean-Louis ? Maintenant, oui. Bravo. J'ai envie de raconter au monde ce que je ressens. C'est tellement... La flèche partit dans tous les sens, comme si sous l'émotion, Martin ne maîtrisait plus ses muscles oculaires. Ce soir-là, Jean-Louis Martin entama son récit autobiographique qu'il intitula « Le monde intérieur ». Il racontait dans ce manuscrit qu'à force de n'avoir plus qu'à réfléchir et méditer, il avait saisi la puissance exorbitante de la pensée. Il n'y a que 3 choses, les actes, les paroles et les pensées. Contrairement à ce qui est dit partout, je crois que la parole est plus forte que les actes, et la pensée plus forte que la parole. Bâtir ou détruire sont des actes. Pourtant, dans l'immensité du temps et de l'espace, cela signifie peu. L'histoire de l'humanité n'est qu'une suite de monuments et de ruines érigés dans des clameurs, puis des pleurs, alors qu'une pensée bâtisseuse ou une pensée destructrice peuvent se répandre sans fin à travers le temps et l'espace, générant une multitude de monuments et de ruines. C'était comme si son cerveau dansait, courait, sautait dans cette prison. Les idées sont comme des êtres vivants dotés d'une autonomie propre. Elles naissent, elles croissent, elles prolifèrent. Elles sont confrontées à d'autres idées et elles finissent par mourir. Et si les idées, comme les animaux, avaient leur propre évolution, et si les idées se sélectionnaient entre elles pour éliminer les plus faibles et reproduire les plus fortes. J'ai vu à la télévision que le professeur Dawkins avait utilisé le concept d'idéosphère, jolie notion. Cette idéosphère serait au monde des idées, ce que la biosphère est au monde des animaux. Par exemple, Dieu. Le concept de Dieu est une idée qui est née un beau jour et n'a plus cessé ensuite d'évoluer et de se propager, relayée et amplifiée par la parole, l'écriture, puis la musique, puis l'art, les prêtres de chaque religion la reproduisant et l'interprétant de façon à l'adapter à l'espace et au temps dans lequel ils vivent. Mais les idées, plus que les êtres vivants, mutent vite. Par exemple, l'idée de communisme, issue de l'esprit de Karl Marx, s'est répandue en un temps très court dans l'espace, jusqu'à toucher la moitié de la planète. Elle a évolué, muté, puis s'est finalement réduite pour ne concerner que de moins en moins de personnes, de manière d'une espèce animale en voie de disparition. Mais simultanément, elle a contraint l'idée de capitalisme à l'ancienne, à muter elle aussi. Du combat des idées dans l'idéosphère surgissent nos paroles, puis nos actes. Donc,
toute notre civilisation. Il se relut. Son œil s'égara sur l'écran de l'ordinateur et cela lui donna encore une idée. Actuellement, les ordinateurs sont en passe de donner aux idées une accélération de mutation. Grâce à Internet, une idée peut se répandre plus vite dans l'espace et le temps et être plus rapidement encore confrontée à ses rivales ou à ses prédatrices. L'homme a l'exorbitant pouvoir de créer des idées à partir de sa simple imagination. Ensuite, il doit les éduquer et les éliminer lui-même lorsqu'elles sont négatives ou potentiellement destructrices. De son œil unique, il regarda les autres malades autour de lui, les pauvres. L'homme a peut-être jadis été télépathe, mais la vie en société l'a contraint à perdre cette capacité. L'oreille affinée par sa période dans le noir entendait des infirmiers dialoguer au loin. Ils parlaient d'une personne absente, qu'ils critiquaient vertement. Ils ne sont pas conscients de la portée de leurs paroles, sinon ils ne les gaspilleraient pas ainsi. Jean-Louis Martin émit beaucoup d'idées sur le thème des idées. Au bout de quelques semaines, l'ensemble constitua un manuscrit de près de 800 pages. Le docteur Fincher le lut, le trouva bon, et l'envoya à plusieurs éditeurs parisiens. Ils lui répondirent cependant que le sujet n'était plus à la mode. En 1998, le journaliste parisien Jean-Dominique Baudy, victime d'un accident vasculaire, avait écrit Le scaphandre et le papillon sur le thème de la maladie d'Ulysse. Or, il avait rédigé son livre en interrompant une secrétaire qui, pour chaque lettre, déclinait l'alphabet. La méthode était plus spectaculaire que celle de Jean-Louis Martin, avec son interface oculaire informatique. Jean-Louis Martin s'étonna de découvrir que même dans les grands malheurs, si on n'est pas le premier, on n'intéresse personne. Le ciel est situé sur les hauteurs de Cannes, à une dizaine de kilomètres à peine de la Croisette. De l'extérieur, le bâtiment ressemble à une vieille ferme provençale, avec ses champs d'oliviers et de figuiers. L'endroit fleure bon la garrigue, avec des relents de sauge et de lavande. Le portail de bois rugueux et l'avertissement « Attention, chien hargneux » ne sont cependant là que pour rassurer les visiteurs. Une plaque de cuivre plus petite indique « Ciel, Club international des épicuriens et libertins ». Lucrèce tire sur une chaînette reliée à une clochette. Ils entendent des bruits de pas venant de loin, avant qu'une petite fenêtre coulisse. « C'est à quel sujet ?» demande un œil bleu. « Nous sommes journalistes », annonce Lucrèce. Un gros molosse aboie comme s'il comprenait ce mot. Derrière, l'homme retient difficilement son chien. « Nous sommes un club privé, nous ne souhaitons pas de publicité. » Isidore reprend de justesse. « Nous sommes désireux d'adhérer personnellement à votre club privé. » Un temps, les aboiements s'estompent. L'animal est éloigné. Les pas reviennent et plusieurs serrures se déverrouillent les unes après les autres. À l'intérieur, le lieu est vaste et très luxueux. Les décorations sont chargées, beaucoup de dorures, de miroirs, de tableaux. Derrière les murs du mât provençal, il se retrouve dans un intérieur raffiné. Des meubles en bois précieux ornent l'entrée. Il fait frais. L'homme qui leur ouvre la porte est un grand maigre aux cheveux bruns, mais à la barbe grise, ourlée et au visage ovale, tout en longueur. « Désolé, mais nous tenons à rester discrets, dit-il. Nous nous méfions des journalistes. On a déjà raconté tellement de contre-vérités sur nous. » Une immense statue de marbre représentant les Épicures en pied et en toge domine l'entrée, gravée de sa célèbre devise « Carpe diem ». Cette Épicure ressemble étrangement à l'homme qui les accueille, même nez pointu, même menton long, même physionomie grave, même barbe à bouclettes. Leur hôte leur tend la main. « Je m'appelle Michel. Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire. Comment avez-vous entendu parler de notre club ?» Nous étions des amis de Samuel Fincher, lâche Lucrèce. Des amis de Samy? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit de plus tôt? Les amis de Samy sont toujours les bienvenus au ciel. Michel prend Lucrèce par la main et l'entraîne vers une arrière-salle où des gens préparent un repas. Samy, nous organisons justement une grande fête en son honneur samedi. Ça m'aurait été pour nous tellement pénible. Non, révélatrice. Son décès devient maintenant pour nous tous, épicuriens, un objectif à atteindre. Mourir comme Samy, mourir d'extase. Comment rêver d'une fin plus extraordinaire que la sienne? Le bonheur final, et on tire le rideau. Ah, sacré Samy, il a toujours eu beaucoup de chance. Heureux dans son métier, heureux dans son couple, champion du monde d'échecs et pour clore le tout, l'apothéose de sa mort. Nous pouvons visiter, interrompt Isidore. Le maître des épicuriens lance un regard soupçonneux au gros journaliste. « Monsieur est votre mari ?» Il prononce le mot comme s'il s'agissait d'une grossièreté. « Lui, non, c'est mon grand frère. »
Nous ne portons pas le même nom, car j'ai conservé celui de mon premier mari. Isidore n'ose pas contredire sa partenaire et prend un bonbon pour s'empêcher de parler. Le président du club des épicuriens est soulagé. Ah, vous êtes donc tous les deux célibataires? Je vous le demande car je dois vous avouer que nous comptons beaucoup de célibataires parmi nous et qu'ils n'aiment pas trop voir des couples mariés qui se comportent de manière trop bourgeoise. Ici, nous revendiquons la liberté. C'est le fameux L du ciel, épicurien et libertin. Ce disant, il guigne la jeune journaliste. C'est aussi pour cela que nous avons voulu nous inscrire ici, monsieur Michel Sursurtel. Monsieur Michel, grand Dieu, appelez-moi Michel, ici, ou Micha. Ici, tout le monde m'appelle Micha. Pouvez-vous nous faire visiter votre club, monsieur Micha? Répète Isidore. Le maître des lieux les entraîne alors vers une porte surmontée de l'inscription Miel, Musée international de l'épicurisme et du libertinage. L'épicurisme est une philosophie, tout comme le libertinage est une attitude, expose-t-il. C'est dommage que ces concepts aient pris une connotation aussi graveleuse. Il les conduit vers le premier élément du musée, une sculpture représentant une cellule humaine en résine transparente. Avant de devenir directeur à plein temps de ce club, j'enseignais la philosophie dans un lycée de Nice. Lucrèce et Isidore observent la cellule. Ma théorie est que tout a pour objectif final le plaisir. Le plaisir est une nécessité vitale. Même la cellule la plus basique agit par plaisir. Son plaisir est de recevoir du sucre et de l'oxygène. Les autres plaisirs sont dérivés de ce besoin primaire. Ils tournent autour de la sculpture ovale translucide. Le plaisir est l'unique motivation de tous nos actes, reprend Micha à l'intention de Lucrèce. D'ailleurs, j'ai bien vu tout à l'heure que votre frère tirait discrètement un bonbon de sa poche. C'est bien. C'est un geste épicurien. Il accorde à ses cellules un surplus de sucre rapide instantané qui doit les réjouir. Pourtant, il ne tient pas compte de la morale des dentistes qui lui serine probablement « attention aux caries ». Les visiteurs parviennent à une image biblique où l'on voit Adam et Ève manger la pomme, les fruits, un cadeau sucré de Dieu. Cette image est déjà en soi la preuve que Dieu nous a voulu être de plaisir. Manger n'est pas un acte automatique. S'il n'y avait pas de plaisir gustatif à manger, nous saurions-nous donner tant de mal pour grimper, cueillir les fruits au sommet des arbres, puis nous échiner à planter des graines, les arroser et les récolter? Micha les entraîne vers d'autres représentations de la Bible, mettant en valeur Noé et ses enfants. S'il n'y avait pas de plaisir à faire l'amour, cela viendrait-il à l'idée d'un homme de déployer tous ses efforts pour séduire une femme, la convaincre de se déshabiller, de se laisser toucher? Supporterait-elle de se laisser pénétrer? Des sculptures de plus en plus coquines s'alignent devant eux. Isidore et Lucrèce passent devant des dessins de scènes moyenâgeuses. Micha commente. Contrairement à ce que l'on pense, l'homme du passé était plus à l'aise dans son plaisir que l'homme moderne. En Occident, le schisme peut se situer au XVIe siècle. Avec les guerres de religion et la surenchère dans la pruderie entre la chrétienté et le protestantisme, les gens commencent à prendre leur distance les uns des autres. Le Moyen-Âge, époque considérée comme sombre depuis l'historien Michelet, était pourtant beaucoup plus sensuel que la Renaissance. Jusqu'au XVIe siècle, le sexe était considéré comme un besoin naturel normal. Micha désigne une image de nourrice. Certaines nourrices avaient alors l'habitude de masturber les jeunes enfants pour les calmer et les aider à s'endormir. Ce n'est que bien plus tard que la masturbation fut accusée de provoquer des maladies et même des démences. Pour ne pas avoir d'érection, il était de bon ton dans les familles bourgeoises de mettre un anneau de métal autour du prépuce. Il montre des anneaux de métal. Lucrèce s'aperçoit qu'ils ont des pointes tournées vers l'intérieur. Avant, dans beaucoup de villes françaises, les bourgmestres finançaient l'ouverture des maisons closes pour l'équilibre de leurs concitoyens et l'éducation des jeunes. Des gravures représentent des intérieurs de ces lieux de débauche. Les moines n'étaient pas obligés à l'abstinence, il n'y avait que le mariage qui leur était interdit, pour ne pas éclater les propriétés de l'Église. Ils voient des images de scènes de bains publics. Dans les étuves, sortes de hammams construits au centre des villes, des hommes et des femmes se baignaient nus. L'Église devra accuser ces lieux de transmettre le choléra et la peste pour les discréditer. Ils seront finalement tous fermés vers l'an 1530. Plus loin, des images de grands lits. Micha désigne une gravure. Les gens dormaient nus, le plus souvent en famille. Les lits étaient suffisamment larges pour qu'on y invite aussi les servantes et les visiteurs de passage. On se doute que les corps se touchaient. Il ne serait-ce que pour se réchauffer mutuellement. Mais voilà qu'au XVIe siècle apparaît le premier élément anti-plaisir, la chemise de nuit. Il montre une chemise de nuit ancienne. Avec ce vêtement inutile, les gens perdent l'habitude de se coucher nus, de se toucher les peaux,
de se caresser, de se masser. La duchesse de Bretagne rapporte même que pour faire l'amour, les femmes de la noblesse portaient des chemises de nuit avec un trou rond au milieu du sexe. Et au-dessus du trou étaient brodées des images pieuses. Avec la chemise de nuit vient la pudeur, puis la honte d'exposer son corps. Les gens se baignaient et se lavaient même en chemise de nuit. Chacun chez soi, chacun dans son lit, chacun dans sa chemise de nuit. La visite se poursuit avec la vision d'une fourchette et d'un mouchoir disposés sous une cloche de verre. C'est aussi à cette époque que se développent deux autres catastrophes anti-épicuriennes, le mouchoir et la fourchette. Avec le premier, on cessait de toucher son propre nez. Avec le second, les aliments. Le sens du toucher ne servait plus à rien. Le plaisir commença à devenir tabou. Il s'arrête devant la lithographie d'un saint en train de se faire dévorer par des lions dans une arène romaine. Et voilà le camp adverse. Lui aussi a commencé à frapper très tôt. Le contraire de l'épicurisme, c'est le stoïcisme. Micha fait une grimace en prononçant le mot. Le stoïcien a dénaturé sa recherche du plaisir. L'épicurien veut le plaisir, ici et maintenant. Le stoïcien se figure que la douleur dans le présent lui garantit un plus grand plaisir dans le futur. Et plus il souffre maintenant, plus il est persuadé qu'il sera récompensé demain. C'est irrationnel, mais tel est bien le drame de la perversion humaine. Micha les dirige vers une photo de montagne avec un portrait d'homme exhibant ses doigts gelés. Et l'alpiniste qui gravit l'Everest, pourquoi croyez-vous qu'il accomplit cet exploit ? Il a froid, il souffre, mais il fait ça parce qu'il pense qu'on va l'aimer beaucoup plus ensuite. Ah, comme je déteste les héros. Certains font ça par romantisme, temporise Lucrèce. Le romantisme est le suprême argument pour légitimer l'anti-hédonisme. L'amour impossible, c'est peut-être romantique, mais moi je préfère l'amour possible. Quand une fille me dit non, je passe à une autre. Si j'avais été le Roméo de la pièce de Shakespeare, j'aurais vite repéré les problèmes avec les parents de Juliette, et pour ne pas me prendre la tête, je serais parti en draguer une autre. Vous n'aimez pas les stoïciens, vous n'aimez pas les héros, vous n'aimez pas les romantiques, bref, vous n'aimez pas tout ce qui fait les belles histoires, souligne Lucrèce. Pourquoi souffrir ? Quelle cause mérite qu'on renonce au confort et à la jouissance ? Je vous l'affirme, le combat pour le plaisir n'est ni évident, ni gagné d'avance. Épicure, en son temps, disait « Le sens de la vie est de fuir la souffrance ». Mais regardez tous ces gens qui se donnent tellement de mal et de mauvaises raisons pour provoquer et supporter leur détresse. Peut-être pour cet autre plaisir, se plaindre, lâche sobrement Isidore. Micha leur indique un lieu surmonté de l'inscription « Galerie des exploits ». Là s'étalent des photos de gens dégustant des brochettes en haut de volcans ou d'hommes en train d'être massés par d'accords asiatiques. Le plaisir, c'est aussi une mise en scène, précise Micha. Parfois, pour bien apprécier un mets délicat, nos membres se privent de manger pendant 2 jours. De même, nous allons, comme vous le voyez sur ces photos, écouter de la musique en haut des volcans, ou faire l'amour sous l'eau muni de bouteilles de plongée. La volonté de plaisir est aussi source d'invention. Il passe devant des portraits de grands adeptes des plaisirs, Bacchus, Dionysos. Une gravure représentant Rabelais jeune est surmontée de sa devise. Fais ce que voudras. La Bruyère. Il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Les grands évolutionnistes du XIXe siècle, tels Herbert Spencer et Alexandre Bain, l'avaient bien compris, pour qui l'aptitude au plaisir fait partie de la sélection naturelle des espèces. À l'époque, ils avaient établi la notion de survie du plus apte à jouir, bien plus subtile que celle de survie du plus fort. Micha révèle une grande bibliothèque où s'alignent des volumes au titre évocateur, eux-mêmes regroupés par colonnes. Plaisir simple, plaisir compliqué, plaisir solitaire, plaisir en groupe. Ici, nous tentons de dresser la liste exhaustive de tout, ce qui nous a apporté des satisfactions particulières. Cela va de se gratter une piqûre de moustique jusqu'à partir dans une navette spatiale en passant par lire le journal au café, se promener au bord d'une rivière, se baigner dans du lait d'ânesse ou faire des ricochets avec des galets. Il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'une vie réussie n'est qu'une collection de petits moments de plaisir. Peut-être que la plus grande ennemie de la notion de plaisir est la notion de bonheur, déclare Lucrèce, soudain philosophe. Le directeur du ciel marque un vif intérêt pour cette remarque. En effet, le bonheur est un absolu qu'on espère atteindre dans le futur. Le plaisir est un relatif qu'on peut toucher tout de suite. Micha les dirige vers un bar où un majordome en livrée leur sert à sa demande une pâte vert fluo, laquelle entoure une autre pâte rose fluo, celle-ci renfermant une gelée ocre. C'est quoi ? Goûtez.
Lucrèce approche le bout de sa langue qu'elle a toute pointue. Pas de signal gustatif net. Normal, l'extrémité de sa langue ne perçoit que le sucré, et il faut au moins 0,5% de sucre pour qu'elle déclenche cette sensation. Lucrèce affiche une moue dubitative, mais Micha insiste. Elle saisit alors une cuillère et, comme si elle s'apprêtait à ingurgiter un médicament nécessaire, elle avale d'un trait une bonne quantité de cet aliment suspect et multicolore. Les lèvres ourlées se referment sur l'expérience gustative. Elle ferme les yeux pour bien percevoir. Sa langue est recouverte de petites protubérances roses, les papilles. À l'intérieur de chaque papille se trouvent des bourgeons, amas de cellules nerveuses ovoïdes, percées d'un pore à leur partie supérieure. Les messages nerveux qu'ils transmettent au cerveau sont interprétés selon le goût de l'aliment en sucré, salé, acide ou amer. Le bout de la langue perçoit plus précisément le sucré et la base l'amer. Le salé et l'acide sont perçus par les flancs de la langue. Dans ce qu'elle mange, Lucrèce perçoit un peu tout à la fois. D'abord le salé, puis le sucré, finalement présent, puis l'amer, puis l'acide. C'est délicieux, reconnaît-elle, c'est quoi? Une pâtisserie japonaise à base de haricots rouges. J'étais sûre qu'elle vous plairait. De son côté, Isidore, toujours amateur de sucreries classiques, commande une glace pistache à la chantilly. Vous aimez la chantilly? Normal. Cette crème a le goût du lait de la mer. Nous cherchons sans cesse à régresser pour devenir des bébés. Parce qu'ainsi, on fait un avec la mer, un avec l'univers. On est surpuissant. Avant 9 mois, le bébé se figure qu'il est tout. Nous gardons la nostalgie de ce moment d'illusion. Nous le retrouvons un peu dans la chantilly. Isidore remue sa glace jusqu'à la transformer en une bouillie ragoûtante mêlant chantilly et fruits. Samy parlait souvent de motivation, lance Isidore. Pourquoi parler de motivation? Parlons de plaisir, répond Micha. La cessation de la douleur est un plaisir. La cessation de la peur est un plaisir. Manger, dormir, boire, faire l'amour sont des plaisirs. Samy n'était pas adepte de la motivation, il était l'adepte du plaisir. Mais le mot plaisir est aujourd'hui tellement suspect qu'il ne pouvait pas se risquer à le prononcer. Pourtant c'est, j'en suis convaincu, le mot auquel il pensait quand il répétait après sa victoire sur Deep Blue Cat l'expression motivation. Sa mort en est la preuve ultime, et je dois vous dire que la formule est rentrée dans notre jargon. Se faire finchériser signifie déjà se faire tuer d'extase durant l'acte d'amour. Vous pensez donc qu'il est mort d'amour? Demande Lucrèce en remarquant une nouvelle pancarte derrière elle. Le péché plutôt que l'hypocrisie. Bien sûr, c'est un gigantesque orgasme qui lui a ravagé le cerveau. J'entends qu'on parle d'orgasme, puis-je me joindre à la conversation, n'est-ce pas? Un homme aux allures de dandy anglais les rejoint. Cheveux poivre et sel, il arbore une moustache en pointe dont il tortille l'extrémité droite d'une main. Il est vêtu d'un costume de lin, chemise blanche et foulard de soie négligemment noué autour du cou. Visage excessivement bronzé, même pour un habitant de la Côte d'Azur, ses gestes sont un peu maniérés, mais gracieux. Je vous présente Jérôme, un pilier de notre club. Dis donc, Micha, tu m'avais caché qu'il y avait de nouvelles adhérentes, aussi éveillantes des sens. Le dénommé Jérôme propose un baisement à Lucrèce. Jérôme Bergerac, pour vous servir, dit-il. Et il tend sa carte de visite sur laquelle est en effet inscrit Jérôme Bergerac, milliardaire oisif. Lucrèce trouve l'idée assez amusante. C'est quoi un milliardaire oisif? Demande la jeune fille. Il s'installe à côté d'eux, replace son monocle sur son œil droit et plisse sa joue pour bien le caler. Un jour, j'étais sur mon voilier de 25 mètres, entouré de 3 call girls, une rousse, une blonde, une brune. Elles étaient bronzées comme des croissants chauds. La plus âgée avait 22 ans. Je venais de faire l'amour avec chacune à tour de rôle et avec les 3 simultanément. Je sirotais une coupe de champagne en regardant au loin les îles recouvertes de cocotiers, la mer turquoise et le coucher de soleil orange. Et je me suis dit, bon, et maintenant je fais quoi? J'ai eu un grand coup de blues. J'ai pris conscience que j'étais au sommet de ce que pouvait m'offrir la société humaine et que je ne pouvais pas monter plus haut. Comme ces élèves qui obtiennent 20 sur 20 et qui n'ont donc plus de possibilité de faire mieux. Cette prise de conscience m'a démoralisé. Alors j'ai cherché ce qu'il y avait au-dessus du sommet et j'ai trouvé le ciel. Le ciel, n'est-ce pas? Micha sort une bouteille de champagne et ils portent tous un toast. Au ciel, à Épicure, à Samy. Jérôme marque un temps. J'ai bien connu Samy, dit Jérôme. C'était un homme de grand cœur. Il avait la chance de se battre pour une noble cause, la mise en valeur des qualités de l'homme qui surpassera toujours la machine.
Il n'était pas un épicurien bêta comme on en voit ici, qui confondent épicurisme et égoïsme, si tu me permets, Micha. Samy croyait vraiment que l'épicurisme était une voie vers la sagesse, n'est-ce pas? Il fait tourner son verre. Nous évoquerons son souvenir à la fête de samedi, annonça Micha. Natacha m'a aussi confirmé sa présence. Nous pourrons venir demande Lucrèce. Bien sûr, maintenant que vous êtes membre. Jérôme Bergerac s'efface à regret, non sans avoir esquissé un baiser dans l'air.